Bien, bonjour et bienvenue à notre webinaire où on parle aujourd'hui de culture organisationnelle et diversité. Quelle diversité nous intéresse aujourd'hui? La diversité d'idées. Un super beau sujet qui nous amène à une richesse et un foisonnement d'idées dans nos équipes de travail. Tu sais, quand on est une organisation, on est nombreux par définition, hein. Une compagnie, ça veut dire qu'on est en compagnie de gens. Et puis, ce qu'on veut, dans le fond, c'est se dépasser à travers la force du groupe, être plus fort que juste une personne seule. Être plus fort, ça veut dire être plus performant, ça veut aussi dire avoir plus d'idées. Comment est-ce qu'on fait pour générer plus d'idées dans une équipe de travail? C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Je suis Catherine Frenette, titulaire d'un MBA en management de l'Université de Sherbrooke, où je suis aussi chargée de cours, donc à l'Université de Sherbrooke, à l'école de gestion en management, et puis à l'Université Laval également en administration. Dans mes temps libres, je suis aussi experte en développement des talents et des organisations chez Escalon. Et pourquoi je dis dans mes temps libres? Ben, parce que cette semaine, les corrections à l'université, dans les deux universités, se sont alignées et ça fait une tempête parfaite de corrections à faire. C'est très valorisant, très le fun à lire, mais très prenant aussi cette semaine. La mission d'Escalon, aligner les talents qui sont présents dans nos organisations à leurs besoins pour amener nos organisations, donc nos compagnies privées, nos organismes publics, nos organismes à but non lucratif, à être plus sur leur X grâce à une meilleure expression des talents, c'est-à-dire les talents humains, les gens qui les composent. Pourquoi c'est important? Pourquoi est-ce qu'il faut prendre soin de notre culture organisationnelle? Bien, ce qu'on remarque, c'est que les organisations qui non seulement ont une culture organisationnelle saine, mais qui font aussi l'effort de gérer cette culture-là de manière proactive, de manière stratégique. Ces organisations-là affichent une performance de 25 supérieure en moyenne à la moyenne de leur secteur. Fait, secteur pour secteur, restaurant pour restaurant, hôpital pour hôpital. Quelle organisation ne voudrait pas afficher une performance 25 supérieure à la moyenne de leur industrie? Ça compte pour un avantage stratégique. Ben, c'est la promesse que nous fait l'article que je vous cite qui vient du MIT Sloan Management Review, une revue très connue, un article publié par Donald et Charles Saul, qui sont père et fils, qui font une belle équipe de travail. Et donc, un article dont je vous recommande la lecture, dont vous avez la référence dans le bas de la diapositive. Aujourd'hui, on parle de culture organisationnelle et diversité. Je trouve cette image très jolie, très amusante parce que justement, elle montre un petit peu la richesse, la couleur de chacune des idées qui peuvent venir d'une seule boîte. La boîte étant, bon, dans ce cas-ci, un prisme, un cristal cubique, mais ça peut être aussi une équipe de travail dont le but est justement de générer des idées, de travailler ensemble. On parle donc de diversité d'idées aujourd'hui et on parle surtout dans un contexte, pardon, de travail en équipe. Donc, voyons d'abord qu'est-ce qui compose une équipe de travail. Qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qui fait qu'un groupe de personnes devient une équipe de travail? Mais c'est les rôles, hein, les rôles qu'on joue dans une équipe. Tout comme dans une équipe sportive, chacun a un rôle à jouer, c'est sa position. Puis si je joue bien mon rôle dans ma position, ben je contribue aux gains de mon équipe qui vont faire qu'on va peut-être pouvoir, on espère, remporter la partie dans laquelle on joue. Ben, nos équipes de travail au bureau ont aussi une partie à remporter. C'est livrer les livrables qui leur sont confiés, c'est créer de la valeur pour son organisation. Et pour y arriver, on a tous un rôle à jouer dans notre équipe de travail. Donc ici, les rôles qui sont au niveau du fonctionnement de l'équipe, en commençant en haut à gauche, le chronométreur, qui est on l'appelle souvent aussi le maître du temps, la personne qui est responsable de suivre le temps qui est alloué à chacun des points dans notre ordre du jour et le temps qui est alloué à l'ensemble des réunions, le temps qu'on a avant d'arriver aux échéances de livraison de nos travaux. Donc, un chronométreur est précieux dans l'atteinte de nos échéances au niveau d'une équipe. Le second, c'est le secrétaire, à ne pas confondre avec le scribe. Ici, on les a distingués, notre secrétaire, avec les petits checks sur chacun des points à l'ordre du jour. Le secrétaire, il est responsable du suivi de l'ordre du jour, tandis que le scribe est la personne qui va plutôt prendre des notes. Donc, prendre des notes en prévision de la préparation du procès-verbal, des minutes de réunion. La personne qui prend des notes pour s'assurer qu'il y a un suivi qui va se faire sur l'ensemble du travail, tandis que le secrétaire, lui, est vraiment responsable du suivi actuel sur l'ordre du jour des réunions. Dans les faits, très souvent, le secrétaire puis le scribe, c'est souvent la même personne, hein. Fait que moi, il m'est arrivé, je peux pas compter le nombre de fois d'être à la fois secrétaire et scribe dans des réunions. Je pense que ça se compte en centaines. Dans les faits, on cumule 2 fonctions.
quand on est responsable de l'ordre du jour et qu'on prend des notes en même temps, des fonctions qui méritent d'être séparées si c'est possible. On a ensuite l'expert qui prend le rôle de la personne qui est au courant du sujet dont on parle actuellement. On va y revenir dans une minute. On a un porte-parole qui prend la parole au nom de l'organisation, au nom d'autres personnes qui peuvent être présentes ou non dans la réunion. Et on peut avoir éventuellement des observateurs dans la mesure où les observateurs avec leurs jumelles, sont permis dans des réunions, dans des équipes de travail, en mode agile, hein, dans des organisations qui privilégient le travail agile. On peut se permettre de changer les rôles de chacune des personnes d'une réunion à l'autre. On peut aussi avoir des observateurs, par exemple, d'autres départements fonctionnels dans une organisation pour venir s'assurer du bon déroulement du travail dans une organisation. Ça, c'est les rôles au niveau j'ai envie de dire, de la logistique de fonctionnement de l'équipe. On a parlé des experts, puis pourquoi on ne les voit pas ici? Parce qu'on vous les a séparés ici avec quelques exemples. Nos experts, c'est des experts qui sont fonctionnels, qui sont des experts dans leur discipline, qui viennent participer au travail qui se fait dans l'équipe afin de pouvoir nous livrer leur talent professionnel, les avantages, leur expertise au niveau de leur métier. Donc, nos experts, ils ont un rôle à jouer en termes d'information, en termes de structuration des contenus en fonction du sujet qui est abordé dans l'équipe de travail. Ils vont pouvoir répondre aux questions qui sont levées par les autres membres de l'équipe. Ils vont pouvoir proposer des pistes de solutions. Donc, nos experts, ils sont vraiment là pour leur connaissance, leur savoir-faire, leur connaissance pratique sur un métier, ces connaissances étant nécessaires pour le travail que l'équipe a à faire. On a parlé des rôles au niveau du fonctionnement de l'équipe. On a parlé au niveau des rôles qui sont nécessaires pour que l'équipe puisse livrer ses résultats. Ça, c'est les experts. Il reste les rôles humains dans l'équipe. Donc, ce qui compose une équipe de travail, c'est aussi différents profils de talent, différents profils personnels, profils humains. Donc, nous, à Escalon, on utilise un modèle qui comprend 5 profils de talent distincts. Distinctif, c'était trop profond, c'est beaucoup trop formel. Distinct, des profils distincts, c'est bien, hein? Ils sont au nombre de 5 chez Escalon. On a le créatif qui est innovateur, qui est capable de créer des nouvelles idées, d'amener des liens entre différentes choses pour lesquelles on ne verrait pas nécessairement des liens très naturellement. On a le compétitif qui est au courant de ce qui se passe autour sur le marché, à l'intérieur de l'organisation, dont l'objectif est d'offrir une bonne performance, hein, d'atteindre les objectifs. On a le profil plus structuré qui s'occupe des processus, des mesures de contrôle, qui aime bien pouvoir mesurer et structurer notre façon de travail. On a le profil coopératif qui favorise la collaboration entre les membres de l'équipe, qui favorise justement le travail en équipe, qui est un petit peu le lubrifiant social, si on veut, dans une équipe. Et on a le profil authentique, champion de l'empathie, de l'intelligence émotionnelle et qui est plutôt à l'écoute de ses qualités humaines et celles des autres également. Bien sûr, ces profils-là ne sont pas mutuellement exclusifs. Est-ce qu'on peut les cumuler? Ben oui, on peut les cumuler. En général, on en a certainement un ou deux qui sont plus naturels en nous, un ou deux autres qui le seraient un petit peu moins. Tout le monde a des profils différents, puis c'est pour ça que nous on les appelle des profils. Et ça vient teinter la façon dont on va interagir avec notre équipe de travail à travers nos rôles d'experts, à travers nos rôles fonctionnels ou logistiques au sein de l'organisation de notre équipe de travail. À travers ça, nos qualités humaines, nos talents humains transparaissent et viennent teinter le travail qu'on va faire. Puis tout ça va venir enrichir les capacités de créativité d'une équipe. C'est ça la diversité, dans le fond, hein. Ce qui compose la diversité d'une équipe, c'est ces différents rôles et profils qu'on peut cumuler dans une équipe de travail. Ça, c'est ce qui favorise la diversité, la richesse, le foisonnement d'idées. Qu'est-ce qui nuit au travail en équipe maintenant? Ben, il y a beaucoup de choses, hein. Le manque d'imagination, on pourrait nommer, le manque de courage de nommer nos idées, de les partager, la recherche d'une solution unique, comme si on ne pouvait pas avoir d'alternative à une solution qui est proposée. L'autocensure, j'ai pensé à quelque chose, mais peut-être que je ne devrais pas le partager parce que non, je suis pas non, c'est peut-être pas une bonne idée, je ne la partagerai pas. Ça, c'est l'autocensure, hein. Je juge de mes propres idées. C'est dommage parce que quand on juge de nos propres idées, ben, on ne les partage pas, puis c'est des idées qui sont perdues. Le conformisme, on appelle parfois le conformisme le groupthink dans les équipes. C'est la tendance qu'on a quand on est dans un groupe de travail d'être d'accord
avec une idée qui a été nommée. Donc moi, je pense qu'on devrait, proposer comme échéance pour notre projet, je ne sais pas moi, le 31 octobre prochain. En plus, c'est l'Halloween, c'est pratique. Alors tout le monde: «Oui, oui, 31 octobre, c'est bien. Oui, 31 octobre, c'est bien». Conformisme, c'est ça, c'est notre tendance à être d'accord avec les idées qui sont proposées sans les remettre en question. Dans l'autocensure, dans le manque de courage, on pourrait nommer également la peur du ridicule, l'inadéquation, se sentir inadéquat. On pourrait y mettre ici le syndrome de l'imposteur aussi, mais moi, je voudrais proposer une idée, mais peut-être que ça sonne ridicule, peut-être que le 31 octobre, c'est vraiment trop proche, puis on devrait mettre ça au 31 décembre. Donc, ça paraît ridicule, c'est bien trop loin. Donc, j'aime mieux ne pas nommer mon idée pour ne pas paraître ridicule. La peur de l'erreur, la peur de se tromper, tout à fait naturel. Manque de persévérance dans une équipe, donc on a commencé à approfondir une solution. Peut-être qu'on pourrait la mettre en pratique, mais cette solution-là vient avec: «Ah, ça va prendre un budget». Bon, il y a pas vraiment de budget pour ça. Bon, ben, OK, tant pis, on abandonne. Ben, alors qu'en fait, on pourrait persévérer et tâcher de trouver des solutions aux obstacles, mais le manque de persévérance fait qu'on se concentre sur nos obstacles plutôt que de tâcher de se concentrer sur la potentielle solution à ceux-ci. La peur de l'ambiguïté, des fois, on va proposer des pistes de travail dans une équipe de travail et ces pistes de travail-là ne sont pas tout à fait certaines. Il faudrait peut-être régler tel aspect de notre dossier de gestion du changement. Ouais, mais qui pourrait le régler? Ah, ben là, je ne sais pas qui pourrait se charger de ça. Alors, il y a une ambiguïté sur la responsabilité. Où est-ce qu'on la donne, cette responsabilité-là? On n'ose pas trop se prononcer et puis on n'aime pas trop l'ambiguïté, hein. Comme être humain, on aime bien les certitudes. Quand il n'y a pas encore de certitude, c'est peut-être tout simplement parce qu'on n'est pas allé au fond de notre réflexion. Mais ça crée un malaise, puis ce malaise-là, parfois, bloque le foisonnement d'idées dans une organisation. De la même façon, juger des idées plutôt que de proposer soi-même. Ah, on pourrait, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on organise comme activité sociale pour nos employés? Ben, on pourrait organiser un 5 à 7. Ah non, on en a déjà fait. Bon, on pourrait organiser une sortie à la cabane à sucre. Ah non, ça, c'est seulement en mars-avril. On pourrait. C'est facile de juger des idées, mais si on ne propose pas de nouvelles idées, on n'avancera pas dans l'équipe. Donc, pour créer de nouvelles opportunités de discussion, mais ces idées, ces opportunités de discussion-là viennent de choses que les gens ont proposées. Quand on est en mode jugement, on propose moins. La difficulté à se relaxer pour laisser émerger les idées, un jugement trop sévère sur soi-même, ce qui vient un petit peu à la peur du ridicule, à l'autocensure. C'est souvent aussi des façons dont on va ne pas oser prendre la parole. Limiter les objets à leur usage habituel, celle-là, je l'aime beaucoup. Il y a un exercice en créativité pour développer la créativité, ça se développe, qui nous propose de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire avec une brique. Pense à une brique. Prends 5 minutes pour réfléchir à ce qu'on peut faire avec une brique. En général, on va pouvoir nommer assez rapidement construire des murs, peut-être, briser des vitres en la lançant. Puis là, si on essaie d'arriver avec, je ne sais pas moi, une vingtaine d'usages pour notre brique, ça devient de plus en plus difficile. Plus on limite la brique à l'usage habituel qu'on en fait, c'est-à-dire bâtir des murs, ben moins on ouvre la porte à d'éventuels nouveaux usages pour cette brique. Je ne sais pas moi, un pèse-papier, hein, pour, tenir des papiers sur un bureau. On pourrait l'utiliser comme butoir de porte pour tenir une porte ouverte. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire avec une brique. On pourrait en faire un bibelot. Ce serait très moderne. Même mon frère dirait ce serait très postmoderne à une époque. Il nommait les choses comme étant très postmoderne. Ça a été une époque très postmoderne dans sa vie et je pense que ça s'appliquerait à des briques aussi. Manque de données à traiter, quand on manque de données, d'informations aussi, ça nous limite. Donc, parfois, à faire une campagne de recherche d'informations, que ce soit des études de marché, que ce soit des études sur nos processus internes, aller chercher les données nous aide également à favoriser la richesse de nos idées. Ça, c'est ce qui nuit à une équipe, au travail, dans une équipe de travail. Le contraire de ce genre d'attitude-là, ben, ce serait une culture d'équipe inclusive. Donc, à quoi ressemblerait une culture d'équipe inclusive? Ici, quand je parle d'inclusive, je fais référence aux idées, hein, qui incluent les idées, qui ramènent, qui permettent de recevoir et d'accueillir les idées. À quoi ça ressemblerait? Ben, une culture inclusive, ça ressemblerait à une culture d'équipe qui valorise les idées de chacun, les idées des autres, qui accueille les débats d'idées, donc les débats sur les idées qui sont
sont proposées, pas nécessairement les débats sur la qualité des personnes qui les proposent, mais sur la qualité des idées elles-mêmes et leur richesse et leur capacité à être utiles dans le contexte du travail qui est à faire. Et c'est une culture où on garde le cap collectivement sur notre objectif commun. Donc, si on a créé une équipe de travail, c'est parce qu'il y a un travail à livrer. Donc, garder le cap sur ce travail à livrer-là, sur ce livrable, cet objectif-là, nous aide également à juger de la pertinence des idées qui sont proposées. Et quand on juge d'une idée sur sa pertinence dans notre contexte plutôt que sur sa qualité globale comme idée, bien, toutes les idées sont bonnes. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut en faire dans le contexte de notre idée. L'inclusion, c'est aussi l'inclusion des personnes qui composent l'équipe, donc pas seulement les idées, mais également les personnes qui composent l'équipe de travail. Ici, on propose la différence entre équité et égalité. La différence entre équité et égalité, bien, vous avez déjà certainement vu cette image qui est assez parlante, où l'égalité, c'est que chacun des spectateurs de notre match de baseball, première case à gauche, ont droit à une caisse pour pouvoir se soulever un petit peu. Bien, une caisse pour tout le monde, c'est égal. Hein? C'est la même quantité pour tout le monde, c'est merveilleux, mais tout le monde n'a pas nécessairement le même besoin. Donc, l'utilité de chacune des caisses n'est pas la même pour tout le monde. L'équité, par contre, ben, c'est de permettre un usage aussi efficace que possible des ressources qu'on a, les ressources étant les caisses. Quand on a 3 caisses et 3 personnes, les répartir de manière équitable, c'est permettre à chacun d'avoir la même visibilité sur le match. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être répartis également entre chacune des personnes, mais ils vont être répartis d'une manière qui offre le même résultat, un résultat équivalent pour chacun. Égalité, équité, dans cette version qu'on aime bien, il y a aussi la notion d'inclusion. En fait, l'inclusion, c'est retirer les barrières à l'accès. Donc, il y avait ici une barrière à l'accès au match. Je présume que dans ce contexte-là, c'est parce que nos 3 personnages n'avaient pas payé leur billet, là. Il y avait une raison pour laquelle il y avait cette barrière. Mais l'inclusion, c'est de permettre l'accès, donc retirer les barrières à l'accès à l'ensemble des personnes. C'est donc une étape plus loin que l'égalité ou l'équité. Ça va encore plus loin, puis on retire complètement l'obstacle. C'est une définition un petit peu théorique et puis je vais vous proposer une autre image qui est tout aussi connue, mais qui parle peut-être de la différence entre équité et égalité d'une manière plus pratique pour une organisation. Donc, voici une évaluation de compétences de chacun des animaux qui sont réunis ici. Et nos animaux, on présume que c'est pour une entrevue de travail où il est important de grimper dans un arbre. Bien, on va proposer de traiter tous nos candidats de manière équitable, c'est-à-dire qu'ils vont tous faire le même test, ils vont tous devoir monter sur l'arbre. Ben, est-ce que concrètement, est-ce que c'est vraiment équitable comme traitement? Bien, tous nos candidats, tous nos animaux n'ont pas nécessairement la même capacité à réaliser cette épreuve-là. Si on avait des épreuves qui étaient plus en fonction de leur capacité, bien, il n'y a pas un animal qui est plus compétent que l'autre en général. Il n'y a pas un animal qui est plus capable que l'autre en général. Cependant, ils sont capables de choses différentes. Ils ont des talents différents. La différence entre équité et égalité, c'est aussi de reconnaître la nature des talents d'une personne et la placer au bon endroit. C'est sûr que le test qui est proposé de grimper dans l'arbre est peut-être favorable à nos 2 premiers candidats sur la gauche, c'est-à-dire le corbeau et le singe, qui n'auront pas trop de difficultés à monter, mais par contre, notre pauvre poisson rouge, il a de très belles compétences, il a de très beaux talents, mais qui ne sont certainement pas la capacité de monter dans l'arbre. Ça ne veut pas dire que notre poisson rouge n'est pas utile dans l'équipe, ça veut dire que le rôle qu'on entrevoit pour lui n'est peut-être pas le bon. Par contre, monter dans l'arbre, on devrait trouver un candidat peut-être meilleur que lui pour ça, mais il a un rôle à jouer au sein de l'équipe quand même. Comment est-ce que ça se traduit dans une équipe de travail? Comment est-ce que si je voulais être plus, favoriser l'inclusion dans mon organisation, favoriser un climat de confiance dans mon organisation, inclure, hein, être plus inclusif, ça voudrait dire quoi? Inclure dans une organisation pour favoriser un climat de confiance, ça veut dire accueillir de manière bienveillante et avec ouverture les idées de chacun et donc l'apport de chacune des personnes dans l'organisation, la contribution de chacune des personnes
Permettre de participer, à tout le monde, à tous les membres de mon organisation et participer soi-même à son tour, hein, parce que quand je veux favoriser une culture de confiance et d'inclusion, je dois montrer l'exemple. Donc je vais participer moi aussi dans les différentes activités, dans les différentes discussions, dans les différentes réunions d'équipe de travail, faire preuve d'écoute active et favoriser un dialogue ouvert entre les personnes. Donc c'est une attitude qui favorise ces, comportements-là au niveau de notre organisation. Quand on a des gestionnaires, quand on a des employés qui savent accueillir avec bienveillance et ouverture les idées les uns des autres, hein, de chacun, qui participent et qui favorisent la participation de tout le monde dans le travail commun, dans le travail collectif. Des gestionnaires et des employés qui font preuve d'écoute active envers leurs collègues et qui maintiennent avec ceux-ci un dialogue ouvert, bien, on crée avec le temps, hein, progressivement, une culture de confiance et d'inclusion dans une équipe. Pourquoi c'est important? Bien, parce que se sentir exclu, c'est pas le fun. Se sentir exclu, ça veut dire quoi dans un groupe? Bien, ça veut dire déjà qu'on reconnaît une certaine normalité. Puis comme le montre ce petit graphique qui est d'une complexité graphique absolue, on a mis des heures et des heures à dessiner ça, hein. Hem, Comme le montre ce graphique-là, on a tout un groupe de personnes, hein, qui sont nombreuses en bleu, qui sont semblables, qui sont donc normales, mais la normalité, c'est statistique, hein. Ça veut dire qu'ils sont perçus comme étant semblables à travers ce qu'on donne comme définition de la normalité. Puis l'écart, lui, quand moi, là, en rouge, je suis un petit peu à côté de la normalité, bien, ça se sent comme une inadéquation. Je ne me sens pas en adéquation avec le groupe. Cette inadéquation-là, elle entraîne, tu sais, un manque d'écoute, un manque de compréhension, puis surtout, elle entraîne un sentiment de honte, où on a l'impression de ne pas être à notre place. On a l'impression de ne pas, appartenir au même groupe. Ici, là, la façon dont moi, en rouge, là, je me sens, c'est que je me sens différent des autres. Puis je voudrais, pour démontrer à quel point c'est une question de perception, je voudrais vous proposer l'histoire d'une collègue que j'ai eue comme étudiante au MBA. Au MBA, on était un petit groupe, on était à temps plein, fait qu'on était un petit groupe, tout le monde ensemble, 24 heures sur 24 à toute fin pratique. Et quand on a commencé nos études au MBA, on avait une collègue de classe dont je tairai le nom, qui était japonaise. En fait, ça faisait 1 an qu'elle était au Québec. L'année qu'elle avait passée au Québec, elle l'avait passée à faire des cours de français. Elle prenait encore ses notes, hein, des cours au niveau maîtrise, là, en particulier au MBA, qui est un programme qui est réputé pour être très rapide, très exigeant. Ça fait partie du fun, là. Fun entre guillemets, on s'entend. Ben, le rythme était très soutenu. Alors, elle n'avait pas vraiment le temps de commencer à réfléchir en français, ce qui était un effort pour elle. Elle prenait ses notes dans les cours en japonais. Ça faisait des notes très impressionnantes, c'était beau à voir, mais ça, témoignait d'un effort, de sa part qui était profond, qui était très grand. Un effort qui était plus grand que notre effort à nous. Quand elle se comparait au groupe, ben, la normalité, c'était d'être tout à fait à l'aise avec le français, d'être capable de prendre des notes dans la même langue dans laquelle se donnait le cours. Pour elle, il y avait une distance additionnelle, mais cette différence-là était un écart perçu pour elle. Est-ce que c'était une faiblesse de sa part? Ben non, elle avait une force équivalente. Elle parlait mieux le japonais que n'importe qui d'autre d'entre nous dans le groupe. Je vous le promets, même mieux que moi qui connais quand même 3 mots en japonais. Mais néanmoins, c'était pas le français n'était pas sa plus grande force et puis ça créait cet espace, cet écart, cette perception d'écart entre elle et nous. Malheureusement, l'effort était tel qu'elle a quitté la cohorte assez rapidement. Je pense qu'elle a quitté en l'affaire de quelques semaines. Cette distance-là, entre ce qu'on perçoit comme étant la normalité et ce qu'on perçoit comme étant nos propres capacités, notre propre nature comme personne, hein, la distance qu'on perçoit entre le groupe et nous-mêmes est une question de perception. Et c'est pas toujours aussi apparent que de voir quelqu'un prendre des notes, non seulement dans une autre langue, mais avec un tout autre système de graphie, hein. Ce n'est pas un alphabet en japonais, on les appelle les katakana, c'est les pictogrammes, là. C'est visiblement différent. La perception d'une différence par rapport à la normalité d'un groupe n'est pas toujours visiblement différente pour nos gestionnaires en particulier. Ça demande une certaine conscientisation. Fait que là, ici, je vous pose la question, dans votre équipe de travail,
Qui est-ce qui est susceptible de se sentir comme étant différent du groupe, de la normalité telle qu'elle est proposée et pourquoi? Déjà, ce travail de conscientisation-là a une valeur, mais au-delà de la conscientisation, de dire, ben, peut-être que cette personne-là peut se sentir différente pour telle et telle raison, je vous pose une autre question, c'est est-ce que cette personne-là nous le dirait comme gestionnaire? Est-ce qu'on a la capacité, comme quand on se sent différent, quand on est le petit point rouge de notre groupe, là, ça nous est tous arrivé, surtout au moment de l'adolescence, à l'école, là, on est champion de se sentir un petit peu différent à cet âge-là. Est-ce qu'on le dirait spontanément? Est-ce qu'on se confie facilement au groupe pour dire au groupe: «Je vous perçois comme un groupe avec sa normalité, mais moi, je me perçois comme une personne différente». Ça demande une culture de confiance qui est très profonde pour être capable de, permettre à l'ensemble du groupe de se, comment on dit single out en français? De se sentir différent en nommant la différence qu'on perçoit entre soi-même et le groupe. Comment est-ce qu'on briserait cette distance perçue entre un seul individu et l'ensemble du groupe? Comment est-ce qu'on briserait la notion de normalité? Parce que la normalité, elle est statistique, hein, cette différence-là, c'est un écart qui est perçu dans le groupe au MBA. La normalité, c'était parler français, mais c'est parce qu'il y avait plus de gens qui étaient francophones dans le groupe, ce qui n'est pas un hasard. On était à Sherbrooke, dans une université francophone. La normalité, elle était en fonction du contexte. C'est pas une normalité absolue de dire il est plus normal dans la vie de parler français que japonais. Au contraire, il doit y avoir plus de locuteurs du japonais que du français de nos jours, mais enfin, il faudra vérifier. La normalité, c'est une question de statistique par rapport à un groupe donné. Se sentir inclus, c'est briser cette notion de normalité-là. En fait, c'est de passer d'un modèle où on a un groupe où tout le monde se sent semblable à un groupe plus éclaté, où on répartit l'écart entre chacun des membres du groupe. En fait, on a ici le même groupe, mais tout le monde est perçu comme étant différent et unique. C'est une question de valoriser les différences qui nous unissent. Dans le groupe, au niveau du MBA, on avait tous des parcours de carrière en particulier qui étaient différents. Ici, on était tout le monde sur un pied d'égalité, il n'y avait aucune normalité. On en cherche toujours comme être humain, hein, la normalité, on cherche toujours à se situer par rapport à un groupe et c'est naturel. Mais ce que je propose, c'est qu'on peut briser ce réflexe-là en le remplaçant par un réflexe de chercher les différences pardon, entre tout le monde. Chercher et valoriser l'écart qui est réparti entre chacun des individus qui composent le groupe. Ici, ben, le sentiment d'inadéquation, il disparaît parce qu'on observe des petites différences entre tous les membres du groupe. C'est, encore une fois, seulement une question de perception. C'est les mêmes membres du groupe, c'est juste qu'on essaye de percevoir la différence comme étant une source de richesse. Percevoir la différence comme une source de richesse dans une organisation, dans une équipe de travail, c'est possible. Ça vient à travers des petits gestes du quotidien. Et puis, on a des exemples d'équipes de travail qui ont très, très bien réussi. Comme exemple d'équipe de travail qui perçoit la différence comme étant une source de richesse, je vous propose ici Pink Martini, dont tous les membres, ben, j'aime beaucoup cette photo parce que c'est le fun de voir le petit nœud papillon. Tout le monde a des petites différences dans leur habillement, même s'ils se ressemblent tous. Pink Martini est un groupe musical dont la musique est assez intellectuelle, assez réfléchie et dont la musique a la particularité d'inclure, d'intégrer différentes traditions musicales. C'est la richesse du son Pink Martini vient en très grande partie ben, de la compétence de ses membres, là, parce que je pense que pour entrer dans le groupe Pink Martini, il faut quand même avoir fait un peu d'études et avoir un peu Donc, moi, je ne suis pas au niveau, hein, mes capacités pour jouer le trombone ne sont certainement pas suffisantes pour réclamer ma place au sein du groupe Pink Martini. Je dis trombone, mais je pourrais nommer n'importe quel instrument. Et eux, ben, perçoivent la richesse des différences dans leur parcours musical comme étant la source de richesse principale dans les compositions que propose le groupe. En passant, ils vont être au Festival de jazz de Montréal cet été, 5 juillet prochain. Fait que si vous avez l'occasion puis envie d'aller à la Place des Arts, salle Wilfrid Pelletier, une belle salle pour écouter Pink Martini, une si belle musique, si riche justement de variété musicale et qui a néanmoins une belle unité. Hein. Pourquoi? Ben, parce qu'on perçoit la différence entre chacune des traditions musicales des membres du groupe comme étant source de richesse, tout en gardant le cap sur l'objectif commun, l'objectif étant chacune des chansons qui sont produites, une à la fois.
Valoriser les différences, les percevoir comme une source de richesse, ben c'est une habitude qu'on peut prendre. C'est une habitude qu'on peut prendre qui peut ressembler à un jeu finalement. C'est un petit peu comme le jeu des 7 différences, mais entre les individus qui composent un groupe. Parce que par définition, on a tous des différences entre nous. Puis on mérite toujours de les valoriser. Je vous nommais dans notre équipe d'étudiants au MBA, ben, nos différences de parcours professionnel. On pourrait nommer nos différences de provenance géographique, d'où est-ce qu'on venait tout le monde, même à l'échelle du Québec, venir de Sherbrooke parce que l'université était là, ou venir d'Outremont, comme c'était mon cas, venir de la Basse-Côte-Nord. C'est des différences qui méritent d'être valorisées, qui viennent avec des plus subtiles, distances culturelles qui méritent d'être célébrées aussi. On a tous une histoire de vie qui est différente, on a tous des goûts différents et les identifier et les célébrer, ça peut devenir un jeu qui est très amusant. Célébrer les différences, c'est les nommer, hein, c'est les faire apparaître au sein de l'équipe, mais d'une manière positive, avec une attitude positive, sans méfiance, sans incompréhension. Je me souviens d'avoir vu une dame une fois dans le métro à Montréal qui regardait les autres passagers du train. Elle célébrait les différences, mais je pense que le verbe célébrer ne serait pas tout à fait à propos. Disons qu'elle avait une attitude plutôt d'incompréhension et de surprise, hein. Ça ressemblait à «Ah! Ah! As-tu vu ses cheveux à lui? Elle a un bon, de genre de commentaires. Célébrer les différences, c'est pas tout à fait ça. C'est vraiment se faire un high five, c'est les nommer comme étant des sources de richesse, c'est être curieux d'en savoir plus, c'est en faire un jeu qui est amusant et qui est perçu comme étant agréable et positif par tout le monde, hein, par tout le monde, ce qui veut dire pour ne pas amener une personne à se sentir exclue au sein du groupe, ben, ça doit être égal pour tout le monde et tout le monde doit percevoir le jeu de célébrer les différences comme un jeu agréable, justement, et positif. Ça demande de faire preuve de leadership. C'est pas facile à réaliser. Ça demande de faire preuve de leadership. Puis qu'est-ce que ça peut vouloir dire, faire preuve de leadership ici? Bien, ce qu'on vous propose, c'est que c'est déjà ajuster notre propre leadership personnel à la nature de notre équipe. Ici, vous avez la typologie du leadership d'Owens qui est représentée assez rapidement. Donc, entre les niveaux du leadership transactionnel. Transactionnel, ça veut dire si tu me rends un service, moi je te rends un service, hein, il y a une transaction qui est faite, c'est un échange de bons procédés qui va être certainement régi par un contrat, hein. On est formalisé au niveau de notre mode de fonctionnement entre nous par un contrat, par une entente formelle, transactionnelle. Leadership transformationnel est plutôt autour d'une vision à atteindre. La vision est comme une cause commune, si on veut, et puis ce qu'on veut ici dans le leadership transformationnel, c'est que tout le monde adhère à notre vision. On veut, à notre échelle et à notre manière, changer le monde. Créons ensemble quelque chose de plus grand que la somme de nous tous, hein, la somme de nos talents. Le leadership de service est orienté sur la communauté. Donc, ce qu'on veut ici, c'est être, être au service de notre communauté, créer quelque chose qui a une valeur pour la communauté à laquelle on appartient. Et le leadership éthique, lui, est plutôt au niveau de la légitimité, de l'authenticité du rôle d'un point de vue éthique. Donc, une saine gouvernance et des outils éthiques qui sont de respect des principes éthiques plus profonds. Chacun des niveaux de leadership est nécessaire dans une organisation. Il y a des organisations qui ont une nature plus transactionnelle, plus transformationnelle. Il y en a d'autres qui ont des natures plus au niveau orienté service à la communauté ou plus éthique. La première étape pour ajuster son leadership à la nature de l'équipe dans laquelle on se trouve, ben, c'est reconnaître le niveau de leadership de notre équipe. Et une fois qu'on a reconnu le niveau de leadership qui est plus naturel pour notre équipe, ben, ajuster notre propre leadership, ajuster notre propre discours au niveau de notre équipe. Donc, ça peut vouloir dire concrètement, dans une équipe au leadership plus transactionnel, à la culture plus transactionnelle, parler de résultats mesurables, hein, parler en termes d'objectifs atteignables et mesurables concrètement, objectivement. Dans un contexte transformationnel où ce qui nous unit, c'est une vision, on essaie de rendre le monde meilleur à notre image et puis en fonction de la vision qu'on partage, mais parler de cette vision-là, parler de la cause commune qui nous unit. Dans un leadership de service qui est plus orienté sur la communauté et comment est-ce qu'on peut être au service de cette communauté-là. Mais parler de la communauté, parler du fait qu'on la comprend, qu'on comprend ses besoins, faire preuve de sagesse également, parler de la sagesse collective au
sein de notre organisation. Dans un leadership éthique, qui est plus axé sur la gouvernance, sur les saines pratiques au niveau de l'équipe, parler de confiance, parler de la légitimité de nos acteurs. Donc, plus on parle le vocabulaire de notre équipe, plus notre propre légitimité comme leader sera reconnue et plus on pourra créer un bassin de culture qui favorise la confiance nécessaire pour jouer au jeu de reconnaître les différences entre chacun des individus qui composent notre équipe d'une manière positive, comme si c'était un jeu. Je vous propose quelques comportements à adopter. Donc, on a le modèle Braving proposé par Brené Brown dans Rising Strong, un livre que je recommande chaleureusement. Je l'ai lu il y a quelques mois, puis je le relirai dans quelques mois, promis. Le modèle Braving est en fait un acronyme, hein, c'est comme ça qu'on appelle, oui, un acronyme donc qui comprend les mots boundaries, reliability, accountability, the vault. Integrity, non-judgment and generosity. Par boundaries, Brené Brown propose qu'il s'agit de respecter ses limites. Hein? Respecte mes limites et si tu n'es pas clair sur les limites que j'ai, moi, comme individu, pose la question. Qu'est-ce qui est acceptable pour moi? Qu'est-ce qui n'est pas acceptable pour moi? N'est pas la même chose que ce qui est acceptable pour toi ou pas. Et respecter les limites les uns des autres, c'est la première étape de cette culture de confiance. Reliability, c'est la fiabilité. Donc, il s'agit de respecter ses engagements. En bon québécois, on dirait il faut que nos bottines suivent nos babines. Donc, quand tu t'engages à faire quelque chose, tes promesses, tu dois les respecter et tu dois le démontrer d'une manière constante. Accountability, en français, l'imputabilité. Donc, reconnais tes torts, reconnais tes erreurs, excuse-toi et propose des manières de réparer tes torts, hein, de corriger les situations qui ont amené tes erreurs. The Vault, c'est un coffre-fort. En fait, il s'agit de mettre dans le coffre-fort les confidences qu'on reçoit sans les partager à d'autres personnes. Donc, ne partage pas ce qui ne t'appartient pas. Si je te livre une information en toute confidence, tu dois respecter cette confidentialité des informations que je te donne et respecter le fait que l'information que je t'ai livrée n'appartient qu'à moi de la livrer à d'autres personnes. Ce n'est pas parce que je t'ai livré une information que tu peux la livrer à ton tour à quelqu'un d'autre. L'intégrité, c'est choisir le courage avant le confort. Hein? C'est avoir le courage de poser des gestes qui sont inconfortables ou qui demandent des efforts. Le non-judgment, parler de nos sentiments, de nos besoins, évidemment, sans jugement. Accueillir les sentiments et les besoins des autres sans en juger également, en se rappelant qu'on est tous différents, justement, célébrer les différences, c'est ne pas les juger. Et faire preuve de générosité. Faire preuve de générosité dans le contexte, Brené Brown nous dit qu'il s'agit d'abord et avant tout de présumer des meilleures intentions des gens autour de nous. Donc, quand quelqu'un agit d'une manière qui nous a blessés, présumer que cette personne-là a agi avec les meilleures intentions, au meilleur de ses connaissances et de ses capacités. Et quand on présume des meilleures intentions des autres, puis qu'on dit, cette personne-là ne m'a pas blessé par exprès, n'a pas fait exprès de me blesser, ça pose une situation donnée sous un jour qui est meilleur et qui nous permet déjà d'être plus accueillant envers ce qui est arrivé et puis aussi de se rappeler des différences entre chacune des personnes. Un mot qui est caché à travers le modèle Braving, c'est le mot constance. Il ne s'agit évidemment pas d'adopter tous ces comportements-là une seule journée pour te démontrer comme je suis une bonne personne et comme je valorise nos différences et j'apprécie la personne que tu es, puis tu peux me faire confiance. Puis demain, je reviens à mes anciennes habitudes. L'essentiel ici est de faire preuve de constance. Donc, le modèle Braving est à adopter au quotidien. Et oui, Brené Brown nous dit, pour elle-même, ça représente encore un effort. Ce n'est pas parce qu'elle-même a développé le modèle à travers l'analyse de données qu'elle a recueillies sur des années de campagne de recherche d'informations. Néanmoins, ça demeure difficile pour tout le monde. Avant de terminer, j'aimerais nous laisser avec un dernier conseil aussi qui nous rappelle que ici, on est avec Erica James et Lynn Perry Wooten, les autrices de The Prepared Leader, un livre qui est peut-être un petit peu moins connu, mais qui est vraiment une belle lecture sur la gestion de crise et notamment la gestion de crise à l'époque pandémique, parce que c'est quand même un très bel exemple. Hein. La pandémie de COVID-19 nous a amené toutes sortes de crises qui méritent d'être analysées d'un point de vue académique. Erica James et Lynn Perry Wooten nous rappellent qu'en général, les équipes performent mieux que les individus. Hein. Quand on est plusieurs personnes, on a
plus de chances d'atteindre une meilleure performance qu'avec une seule personne, ne serait-ce qu'on a moins de chances de se fatiguer parce qu'on a accès à plus d'heures de travail. Et les équipes qui réussissent à performer mieux que les individus, ben, elles réunissent des aptitudes qui sont complémentaires. Donc, on se souvient du rôle de nos experts, hein, différents rôles en fonction des besoins de l'organisation, nos rôles logistiques aussi, nos profils de talent qui sont complémentaires en fonction des besoins des objectifs de notre travail d'équipe. Un engagement envers un objectif commun. Donc, pour garder le cap sur l'objectif commun, ben, il faut que tout le monde s'y soit engagé. Donc, tout le monde, on y croit à la vision qu'on veut réaliser. Et une culture d'imputabilité mutuelle. Donc, on revient au modèle Braving de Brené Brown ici, où on est responsable et imputable envers nos collègues de travail au niveau du travail qu'on fait, puis au niveau de notre attitude. Les équipes qui réunissent ces caractéristiques-là, en général, vont générer plus d'informations, vont être à l'origine de plus d'idées, vont stimuler la créativité de leurs membres et vont prendre des décisions plus rapidement. Donc, ces équipes-là vont être plus performantes en matière de génération de l'information, créativité, prise de décision et donc de performance, de rendement dans l'atteinte du but qui leur est donné. Et ce, surtout quand les tâches vont être complexes, ambiguës ou vont demander beaucoup d'innovation. Donc, plus les tâches qui sont confiées à une équipe de travail vont être complexes, plus elles vont demander d'avoir une grande capacité d'innovation. Autrement dit, moins la réponse au travail qui doit être fait est évidente, hein, moins la marche à suivre est évidente. Plus le contexte est ambigu, comme en situation de crise, notamment dans le livre de nos autrices à l'époque de la pandémie de COVID-19, la marche à suivre n'était pas claire, elle était ambiguë. Dans un contexte comme celui-là, mais les équipes qui réussissent le mieux sont les équipes dont les aptitudes sont complémentaires. On a vu ce que ça veut dire au niveau des rôles, dont l'engagement envers l'objectif est partagé entre tous les membres. Donc, tout le monde s'est engagé d'une manière personnelle à cet objectif-là et dont la culture est une culture d'imputabilité mutuelle où on est tous responsables envers nous-mêmes et face aux autres, hein. La différence entre la responsabilité et l'imputabilité, c'est que responsable, je suis responsable pour moi-même et envers moi-même. Je suis une adulte responsable quand je paye mes comptes à temps. Et l'imputabilité, ben, c'est envers les autres membres de mon équipe. Donc, l'imputabilité mutuelle aussi. Quand ça, c'est au rendez-vous, ben, c'est à ça que ça ressemble à une équipe qui gère bien sa diversité et qui qui est plus créative et qui est plus performante grâce à sa diversité parce qu'elle le voit comme une source de richesse. Et en le voyant comme une source de richesse, ben, c'est ça qui arrive. On crée de la richesse grâce à cette diversité. Voilà pour cette semaine. Je vous pose toujours la question. Avec quelle leçon repartez-vous aujourd'hui? Laissez-nous vos commentaires en dessous de la vidéo. Et puis, si vous voulez plus d'informations sur ce que peut faire Escalon pour votre organisation, ben, il s'agit de l'écrire également dans les commentaires. Notre prochain webinaire dans 2 semaines sera sur le thème, alors ça, c'est un beau thème aussi, j'ai hâte, 25 juin à midi, comment le désengagement amène les employés à se sentir comme des numéros. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir un petit peu comme un numéro dans votre propre organisation? Est-ce que vous avez connu des gens qui nous disaient: «Moi, je me sens comme un numéro, je ne me sens pas apprécié à ma juste valeur comme être humain dans mon organisation». Ben, on penserait que se sentir comme un numéro, ça amène un certain désengagement des employés. En fait, c'est un cercle qui tourne, hein, c'est une roue qui tourne, et le désengagement lui-même nous amène à nous sentir comme ça. On en parle dans 2 semaines, le 25 juin prochain. Plus d'informations au escalon.ca. Merci, bonne semaine.